Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui dans cette diffusion en direct pour la 18e matinale de l'Ordre des infirmiers qui est organisée autour d'un thème central. Vous savez que le mois dernier, vous avez été nombreux à nous suivre, on a fait Octobre Rose et cette fois-ci, finalement, on a décidé de se consacrer aux 10 ou 15% actuels de la profession infirmière, c'est-à-dire le genre masculin. Bien entendu, nous sommes aussi touchés par des cancers et le plus répandu actuellement pour les hommes reste le cancer de la prostate qui compte à peu près pour 25% des cancers masculins avec une prévalence pour les patients de plus de 65 ans. D'autres cancers sont moins connus et aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est le mois, c'est Movember. Et donc c'est quelque chose dont on va parler, ça touche plutôt les garçons jeunes et c'est le cancer des testicules. Donc comme les cancers, comme on l'a dit pour Octobre Rose, bien entendu, il y a un taux de survie et de prise en charge et de réussite et de la durée de vie qui est meilleure dès qu'on s'y prend en faisant plus de prévention. Et donc c'est un vrai sujet. C'est un sujet aussi parce que je suis un homme, je suis bien placé pour le dire. On se soigne moins, on a plus d'appréhension pour aller parler, consulter et se faire prendre en charge, parce que c'est quand même un sujet tabou. Ça reste quand même un cancer qui est lié à la sexualité et donc à la virilité. Et c'est quelque chose qui doit être relevé. Et on parle aujourd'hui aux infirmiers, mais aussi aux infirmières, aux mères, aux épouses et aux soignantes, bien entendu. Et donc c'est quelque chose qu'on voulait partager et sur lequel, cette année, on a décidé de mettre l'accent. C'est la première sur ce sujet-là et on en fera certainement d'autres. D'autant plus que le paradigme quand même de la France, c'est qu'on soigne, alors qu'on sait très bien qu'il faudrait qu'on passe sur une logique de prévention. Et d'ailleurs, notre prochaine matinale traitera de la vaccination et on sait que c'est un sujet d'actualité, on ne peut pas en dire moins avec les interventions du ministre Véran hier. Beaucoup d'initiatives existent, on l'a dit, notamment Movember, et on a vraiment un plateau aujourd'hui qui va parler de ça. Et c'est pour changer le visage de la santé masculine et l'association Sérum aussi qui va parler de ça. Les traitements, bien entendu, la chirurgie, mais aussi tout ce qui est radiothérapie et dont on va aborder le sujet. Et je remercie tous les intervenants qui sont là aujourd'hui, aussi bien les patients que les soignants, que les médecins qui vont pouvoir nous renseigner et nous éveiller sur tout ce sujet-là. Je vais le faire maintenant, mais je le referai certainement pendant l'émission. Il y a une question du rôle clé des infirmiers dans cette prise en charge, tant dans le dépistage que dans le traitement. Enfin, c'est un rôle infirmier complet et global. Et je remercie tous nos intervenants d'être là, présents. Isabelle, une de nos sociétaires, si tant est qu'un jour ce soit les grosses têtes de l'ordre que de parler dans ces matinales. Et je cède bien volontiers la parole à Adrienne de Casabianca qui va mener les débats avec nous de façon magistrale comme habituellement. Merci Patrick Chamboredon. En tout cas, on va essayer, Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, pour cette introduction, cette mise en contexte, effectivement, sur le sujet de Movember et la question comment sensibiliser, dépister, traiter et accompagner les cancers masculins. 18e rencontre de l'Ordre des infirmiers cet après-midi. 4 intervenants. Stéphane Beaumont, bonjour. Vous êtes ici présent en plateau et vous êtes ambassadeur France du mouvement Movember. Vous allez nous expliquer tout à l'heure effectivement les différentes initiatives qui sont menées tout au long du mois de novembre. Docteur Emeline Colomba, vous participez à distance à cette rencontre et vous êtes oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy. Merci d'intervenir aujourd'hui. Isabelle Fromentin, vous le signaliez, Patrick, infirmière chercheur à l'Institut Curie. Merci pour votre participation. Et également de l'Institut Curie, Élodie Labedade, vous êtes infirmière stomathérapeute et vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi consiste effectivement votre rôle et vos périmètres de mission, en quoi cela peut être utile pour les patients qui souffrent de cancer masculin. Oui, bonjour. Bonjour. Docteur Emeline Colomba, je me tourne tout de suite vers vous, donc oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy et spécialiste du groupe des tumeurs génito-urinaires et donc des cancers masculins, cancer de la prostate et cancer testiculaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail quelles sont les spécificités de ces cancers vis-à-vis des autres cancers, des autres familles de cancers ?
Alors, merci de votre invitation. Je suis oncologue dans le groupe des tumeurs génito-urinaires. Donc, en effet, on traite beaucoup de cancers spécifiques à l'homme, comme le cancer de prostate ou le cancer du testicule ou le cancer de verge. Mais on traite également des cancers du rein et aussi des cancers de vessie qui, pour le coup, touchent les deux sexes. Donc, pour répondre à votre question sur les particularités, si on vient plutôt au cancer de la prostate ou au cancer du testicule, c'est vraiment deux entités très très différentes. Donc les cancers de la prostate, comme vous le savez, c'est un des cancers les plus fréquents. Voilà, c'est à peu près 50 000 cas diagnostiqués par an en France sur 350 000 cas de cancers diagnostiqués en France. C'est un cancer qui est le plus souvent diagnostiqué à un stade de maladie donc localisé, avec un cancer qui reste essentiellement dans la prostate, et on a plus rarement des cas diagnostiqués d'emblée de façon plus avancée. Donc la particularité, c'est qu'en effet, aujourd'hui, le dépistage repose essentiellement sur un dépistage qu'on dit individualisé, c'est-à-dire vraiment en fonction des antécédents, une discussion entre globalement le généraliste et le patient. Et après 50 ans, on recommande quand même de temps en temps, en fonction du jugement du généraliste qui connaît bien son patient, de faire un toucher rectal et un PSA. Et aujourd'hui, on a des traitements très efficaces contre cette maladie, que ce soit au stade localisé ou au stade beaucoup plus avancé. On a fait énormément de progrès ces dernières années, et même nos patients avec les maladies les plus agressives peuvent être soit complètement guéris au stade localisé du fait de l'amélioration aussi des techniques de chirurgie et de radiothérapie, mais également dans une maladie plus avancée, on a des patients qui vivent de plus en plus longtemps grâce aux nouvelles thérapies. Pour répondre pour ce qui est du cancer du testicule, ça n'a absolument rien à voir. Ça touche des patients beaucoup plus jeunes. C'est une maladie beaucoup plus rare. C'est à peu près 2000 cas par an en France. Donc, c'est en effet une maladie qui va toucher des sujets jeunes et dont peut-être on ne parle pas suffisamment, et qui vraiment peut être pris en charge rapidement, et surtout qui est une maladie dont on guérit très très bien, même à un stade très avancé. Donc, c'est une maladie rare, mais auquel il faut penser. Donc, il faut encourager les patients à l'autopalpation des testicules et ne pas hésiter à consulter quand on met en évidence une anomalie, que ce soit quelque chose, un testicule qui devient plus dur, qui grossit, ou qui peut devenir douloureux. C'est vrai que c'est une partie intime, donc parfois on a certains patients qui n'osent pas consulter et qui attendent malheureusement, mais il ne faut pas hésiter à en parler et à aller voir le généraliste pour avoir rapidement une échographie testiculaire. Et en effet, quand on diagnostique au stade localisé, ce sont des maladies vraiment de très bon pronostic, et même à un stade plus avancé, aujourd'hui on guérit la plupart des malades. Merci Dr Emeline Colomba pour ces première précision. On voit bien déjà l'importance du dépistage pour essayer d'identifier la maladie au plus tôt, et donc de la sensibilisation au dépistage. Stéphane Beaumont, vous êtes ambassadeur du mouvement Movember en France. C'est un mouvement qui a été créé il y a une vingtaine d'années et qui nous vient d'Australie, c'est ça ? Exactement, c'est Movember, donc c'est Moustache in November, d'origine anglo-saxonne. Et effectivement, c'est né en Australie en 2003, dans l'imaginaire de deux copains au départ qui voulaient réhabiliter la moustache. Ils ne savaient pas trop pourquoi, ils ont une idée un peu et vous la portez très folle. Bien aujourd'hui sur Merci ce plateau. beaucoup. Et effectivement, de cette idée, ils se sont dit, bon, et on va en faire quelque chose de cette moustache. Parce qu'à l'époque 2003, la mode des hipsters, ça, c'était pas encore plein, donc il fallait assumer cette moustache. Et en fait, ils ont trouvé l'idée au démarrage, parce qu'il y avait un de leurs copains, justement, dont le père était décédé d'un cancer de la prostate. Ils se sont dit, voilà, on va laisser pousser la moustache pour les hommes, parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient faites pour les femmes, déjà. Et je pense qu'ils avaient un petit esprit contradictoire très prononcé. Et en fait, ils ont, dès la deuxième année, un peu embringué une bonne partie de leurs proches. Et ils ont très, très bien usé des réseaux sociaux qui étaient naissants. Et en fait, cette deuxième ou troisième année, je ne sais plus, ils ont fait la plus grosse donation au Prostate Institute australien. Et ils se sont dit, bon, il y a quelque chose là. Et en fait, petit à petit, sur la somme de ces initiatives individuelles, le mouvement Movember est né. Et effectivement, il s'est installé en France il y a 10 ans maintenant. Et effectivement, moi j'ai eu la chance de les rejoindre il y a 11 ans. C'est ça, vous avez connu le mouvement. Moi j'ai connu le mouvement avant qu'il existe en France. Ouais. Alors,
en l'occurrence, on a dit qu'il était d'origine australienne. J'ai eu la chance de jouer un petit peu au rugby et j'ai été invité en fait à une soirée à l'ambassade d'Australie en novembre 2010, au lendemain d'une défaite cuisante de notre 15 de France, qui était un petit peu moins performant que celui que nous avons actuellement. Et en fait, j'ai vu débarquer une bande de Vikings. En fait, les joueurs australiens, c'est des monstres. Et la moitié d'entre eux, pas plus, avaient des bacchantes énormes, des cheveux. Et en fait, j'ai discuté avec un d'entre eux qui avait un petit peu le même look que moi, c'est-à-dire complètement rasé, juste une moustache. C'était Drew Mitchell, qui a joué en France après à Toulon, principalement. Et en fait, je lui dis, mais c'est quoi ce pari de tournée? En fait, il me dit, non, c'est pas un pari, c'est très sérieux, c'est Movember. Hein? C'est quoi Movember? Et donc, il m'a expliqué. Le soir même, j'étais sur le site anglais, je m'enregistrais comme étant Movember, parce qu'effectivement, j'avais été touché personnellement quelques années auparavant d'un cancer testiculaire. Donc, ça résonnait évidemment, ça résonnait en moi en disant, mais c'est quoi ce truc? Moi, on m'en avait jamais parlé, j'ai été malade, alors que là, il y a un site, etc. Et donc, voilà, les choses en ont entraîné une autre. Je me suis inscrit sur ce site Movember. L'année suivante, la fondation donc, a lancé le site en France. Et j'avais coché la case, j'accepte d'être interviewé, témoin, etc. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et je crois que ça fait 5-6 ans maintenant que vous en êtes justement l'ambassadeur en France. Effectivement, en fait, Movember a pris une certaine importance dans les pays anglo-saxons, également en France, qui a un peu plus de 75 000 personnes qui font Movember, comme on dit, donc qui s'inscrivent sur la plateforme. Et effectivement, Movember m'a demandé si je voulais être ambassadeur des communautés. Donc j'ai une carte de visite. Des fois, j'ai un crédit pour acheter quelques Ferrero et je fais les soirées de l'ambassadeur, c'est à peu près ça, quoi. Et l'idée, c'est donc de déployer des messages de sensibilisation au dépistage pour ces cancers masculins tout au long de l'année, mais peut-être plus particulièrement évidemment au mois de novembre. Docteur Emeline Colomba rappelait effectivement un peu les fondamentaux. Quels sont les messages que vous déployez tout au long du mois de novembre? Je crois qu'en fait, la première chose que Movember fait, c'est un petit peu de dédramatiser les messages. Globalement, Movember a... C'est volontaire, hein, ça c'est le ton que vous adoptez. C'est le ton de Movember. On peut parler de choses sérieuses, pas sérieusement. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est bien repris par Movember. Et effectivement, les messages que le docteur délivrait sont vraiment importants. C'est-à-dire que pour les cancers testiculaires, moi j'étais un homme jeune, je n'avais jamais entendu parler d'autopalpation. Alors que je pense que toutes les filles qui étaient autour de moi avaient déjà été sensibilisées par l'autopalpation des seins, grâce à Octobre Rose. Movember, c'est déjà, si on peut ne serait-ce que faire ça, ça serait déjà pas mal. Et après, effectivement, quand on est sensibilisé, je pense, comme ça a été le cas à mon âge un peu plus jeune sur ces cancers, les cancers de la prostate, c'est vraiment des messages de prévention basiques. Il y a effectivement... le test PSA, le toucher rectal, donc aller voir son médecin à partir de 45-50 ans en fonction des antécédents, mais il faut le faire, point. Très bien, merci. Justement, pour revenir un petit peu sur ces techniques de dépistage, docteur Emeline Colomba, vous les avez évoquées rapidement. Quel est le séquençage de dépistage? Si on parle par exemple du cancer de la prostate, on peut revenir un petit peu sur les différentes techniques de dépistage à proprement parler? Donc, en termes de séquençage, je veux dire... je pense que la première chose, globalement, c'est de réaliser peut-être le PSA avant et le toucher rectal après, puisque le toucher rectal peut parfois, quand il est très vigoureux, augmenter un peu le taux de PSA. Et l'idée, c'est que si le PSA est au-dessus de la norme, il faut le recontrôler. Et si c'est confirmé, à ce moment-là, il faut être orienté notamment vers un urologue pour avoir un bilan, une IRM et des biopsies si on pense qu'il y a quelque chose de suspect au niveau de la prostate. Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie de dépistage de masse pour les cancers masculins, cancer de la prostate, cancer testiculaire. Et par conséquent, les professionnels de santé que vous êtes jouent un rôle clé, notamment en proposant à leurs patients de se faire dépister. Est-ce que vous pensez que ces professionnels de santé sont justement suffisamment sensibilisés à l'importance du dépistage des cancers masculins? Est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que la plupart des professionnels de santé sont sensibilisés, en tout cas sur ce qui concerne le cancer de prostate, qui est quand même une maladie assez fréquente. C'est vrai que souvent, voilà, quand les hommes, même si c'est vrai peut-être qu'ils sont
peut-être plus sur la réserve pour ce qui est de la demande en soins, en tout cas pour certains profils masculins. Quand même, à un moment donné, avec le généraliste, ils font ce qui va, à partir d'un certain âge, probablement ce qu'ils appellent un peu le check-up, et ils ont régulièrement un PSA. Parfois, ils n'ont que le PSA et pas le toucher rectal, et on rappelle quand même qu'il faut faire les deux. Et ensuite, quand le PSA est très très bas, on est très rassuré, et voilà, et on peut reprendre un suivi un petit peu plus espacé. Et après, pour des gens même très très âgés, si le PSA est très très faible, on est tout à fait rassuré sur un diagnostic de cancer de prostate. Ce qui est bien, c'est que parfois, on a aujourd'hui quand même des malades qui ont des maladies parfois d'emblée avancées, un petit peu particulières, plus agressives. Et on a encore, de façon pas seulement anecdotique, des patients beaucoup plus jeunes, qui est la moyenne d'âge qui est plutôt aux alentours de 70 ans. On a parfois encore aujourd'hui des patients plus jeunes de 50, 60 ans qui ont des maladies d'emblée plus avancées, plus agressives, et parfois en lien avec un contexte familial. Donc c'est bien aussi d'y penser, mais à mon sens, en tout cas en France, sur le cancer de prostate, les professionnels sont bien sensibilisés. Pour le cancer du testicule, comme vous le disiez, c'est un petit peu moins connu. Et comme c'est une maladie assez rare, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Peut-être qu'on peut mettre l'accent sur ça, sur l'autopalpation testiculaire de temps en temps, quoi. Donc des efforts de sensibilisation tous azimuts auprès des professionnels de santé, et bien sûr de la population générale et des hommes en particulier. Isabelle Fromentin, donc vous êtes infirmière-chercheur à l'Institut Curie. Vous connaissez bien les actions de sensibilisation au dépistage du cancer, peut-être plus particulièrement du cancer du sein, pour vos travaux qui portent spécifiquement sur cette maladie. Quel regard vous portez sur un mouvement de sensibilisation comme Movember ? Alors, si je suis là, justement, bien que n'étant pas spécialiste, c'est que je pense que c'est absolument essentiel d'en parler. Et je trouve en plus que ce mouvement est très sympathique aussi avec cette moustache, et il se remarque vite. Donc bravo, j'étais assez touchée par le témoignage. Et je pense en effet qu'il faut davantage en parler, parce que dès le départ, on a entendu tabou, on a entendu pudeur. Et il faut absolument aujourd'hui qu'on passe au-dessus de ça. Et c'est vrai que pour la prostate, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Maintenant, il y a une espèce d'habitude, et je pense que ça ne pose problème à personne. Et puis même, on a l'impression que les patients, quand ils arrivent avec un cancer de la prostate, c'est finalement, sauf exception, assez rapidement et vu par leur médecin traitant. On parle moins facilement de cancer du testicule. A été évoqué tout au départ les cancers de la verge. Nous, c'est des gens qu'on va voir en soins, c'est notre métier, hein. On participe, on est moins là en prévention, mais on est là en traitement. Et c'est dommage à tous les stades, à mon sens, qu'il y a encore ces tabous et ces difficultés à en parler. Si on reprend le cancer de la prostate, les traitements sont efficaces, mais on le voit, une femme qui va être irradiée au niveau des seins ou du périnée, si à un moment ça chauffe un peu du fait de la radiothérapie ou autre, elle n'hésite pas à le dire, et donc elle est immédiatement vue en soins. Un homme, hein, reste dans cette pudeur et ces difficultés, et du coup reste quelquefois avec un manque de soins, et tout ça est très dommage. Donc je pense que c'est extrêmement important d'en parler de manière à fluidifier tout ça, parce qu'il n'y a pas de raison de rester avec ces tabous chez les hommes. Et on est notamment là pour ça aujourd'hui, en tout cas contribuer à cette libération de la parole. Élodie Labedade, vous recevez des patients atteints de cancer de la prostate. Est-ce que vous confirmez ce que nous rapporte Isabelle Fromentin ici, c'est-à-dire ces difficultés quand même à en parler de manière décomplexée ? Oui, tout à fait, parce que ça touche à pas mal de choses. Ça relève également de l'intime. Donc moi, en tant qu'infirmière stomathérapeute, on parle beaucoup plus facilement de l'intime avec les patients, puisque je peux être, juste pour recentrer un petit peu mon métier, si certains ne le connaissent On pas. va détailler, bien sûr, tout à On le l'heure votre détaillera après? intervention. Ouais. D'accord. Mais on est très vite amené, en tout cas, à soit regarder la localisation, s'il y a des problèmes cutanés, comme le disait Isabelle, s'il y a des problèmes de continence ou autre, à en parler. Et c'est des sujets, encore une fois, très vite tabous, pour lesquels on a honte. Et
et pour lesquels finalement on attend aussi qu'on nous en parle et pour lesquels les soignants en tout cas n'ont pas encore la parole peut-être assez libre pour en parler aussi facilement et laisser les patients s'exprimer sur ce sujet. Et Movember est notamment là pour briser ces tabous. Stéphane Beaumont, aujourd'hui en novembre 2011, quelles ont été justement les principales actions menées tout au long de l'opération Movember ? Alors, cette année notamment, il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites au niveau international de Movember. Beaucoup. Il y a d'ailleurs, je crois que c'est hier, ils ont sorti une petite vidéo extrêmement décalée que je vous invite à aller voir pour montrer tous les efforts qui avaient été faits et les résultats qui avaient été amenés par Movember, notamment sur les traitements du cancer de la prostate. Il y a également pas mal d'actions de sensibilisation au travers de films qui ont été faits au niveau international, mais également en France. Movember et Serum, qui est une organisation de patients, une émanation d'ailleurs de Gustave Roussy, avec le professeur Fizazi. Ouais, des petites vidéos présentes sur les plateformes qu'on connaît. Voilà. J'invite ceux qui nous suivent à visionner juste après cette rencontre, bien sûr. Juste après, je ne donne pas le titre, parce que le titre va tout de suite vous amener à aller le regarder, et vous ne nous suivrez plus, mais on le donnera à la fin. Donc il y a effectivement ces films. Et effectivement, le mouvement en tant que tel, c'est, comme je disais, vraiment la somme d'initiatives individuelles. Donc moi, je me retrouve de temps en temps invité. On a eu par exemple quelqu'un qui a organisé un tournoi de rugby, Movember 5, Nicolas, à Rueil, où il a regroupé plus de 300 personnes, en hommage à un de ses amis qui était décédé du cancer des testicules. Mais ça arrive assez rarement, mais en l'occurrence, je pense qu'il n'a pas été traité à l'époque et malheureusement, il est mort d'autres choses, de métastases qui se sont barrées un peu à droite à gauche. Et donc, ce tournoi de rugby a eu un franc succès. Il va y avoir d'ailleurs ce week-end une vente aux enchères de maillots dédicacés par tous les joueurs du championnat de France de rugby. Donc, des initiatives sportives. Il y a une initiative également du 24 heures de vélo qui ont été faites du côté de l'Alsace. Enfin, beaucoup d'initiatives autour du sport, des clubs de sport qui se mobilisent. En fait, c'est vraiment une des raisons de Movember. Movember, on rappelle souvent la moustache, donc c'est la moustache, là, c'est un marqueur fort, mais il y a également la notion de move. Donc move, c'est bouger, faites du sport. Et quand on est malade ou quand on ne l'est pas, c'est toujours mieux de faire du sport. Je crois que c'est le docteur Simès qui le dit à peu près 67 fois par émission. Et plus on fait de sport, mieux on se fait. D'ailleurs, je voulais remercier Gustave Roussy, parce que les équipes de Gustave Roussy ont fait un super challenge Movember. En fait, il y a 15 étages, je crois, à Gustave Roussy. Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr, parce que j'ai vu leur truc. Et en fait, ils ont fait un concours de celui qui arrivait à monter les 15 étages le plus vite. Donc 15 étages en 1 minute 33, vous pouvez aller à Gustave Roussy, c'est solide comme performance. Et donc ça, c'est fait au niveau de Movember. Et évidemment, ces petits challenges amènent des partages sur les réseaux sociaux et ramènent sur la plateforme Movember pour pouvoir faire des dons, ou en tout cas être sensibilisé là-dessus à ça. Voilà. Docteur Emeline Colomba, je ne sais pas si vous êtes prêtée à l'exercice des 15 étages, mais il n'est pas trop tard, en tout cas. Si vous regardez la vidéo, vous aurez la réponse à votre question. Très bien, ça fait beaucoup de vidéos à regarder à l'issue de cette rencontre, mais on donnera la liste en commentaire aussi de la vidéo. Je crois que les entreprises aussi se mobilisent. Maintenant, vous avez des sponsors. Exactement. Sponsors de Movember France. Au niveau de Movember en France, il y a 4 sponsors principaux. On a le droit de les citer là ? C'est à vous de voir. Donc, L'Oréal, Gillette, Sloggy et Pringles, qui était un des nouveaux venus cette année. Et les 4 sponsors ont évidemment des opérations commerciales qui sont liées à Movember. Ils profitent de cette notoriété, mais en même temps, ils sont effectivement donateurs. Et en plus, je trouve que les uns comme les autres, à différents niveaux, interviennent et sensibilisent différemment. Par exemple, L'Oréal et Gillette ont pour la première fois en France, cette année, fait des pubs TV en prime time en parlant de Movember. Donc, il a fallu 10 ans pour que ça se fasse. Ça fait 10 ans que c'est à peu près le cas en Angleterre et dans les autres pays anglo-saxons. Mais là, pour la première fois, c'était le cas en France. Donc c'est, je ne vais pas dire une fierté, mais au moins, voilà, la cause est reconnue. Et sans vouloir attirer l'attention sur un sponsor plutôt qu'un autre, je crois que vous avez justement un partenaire qui axe son intervention sur la libération de la parole avec la création de groupes de parole. Exactement. C'est une des initiatives de Movember qui a été très mise en avant. On parle souvent de Movember pour les cancers. Il y a également un autre pan de prévention qui est les risques de santé mentale et la prévention du suicide.
qui est la première cause de mortalité chez les jeunes hommes. Et 80% des suicides sont masculins. Je pense que le fait de retenir la parole et justement de ne pas s'exprimer est fondamental. Et en l'occurrence, un des sponsors, L'Oréal Men Expert, pour ne pas le nommer, a insisté lourdement pour qu'effectivement des outils, des programmes Movember, qui s'appellent les Movember Conversation, donc il y a un outil en ligne qui permet d'aider à cette prise de parole vis-à-vis de gens qui sont en difficulté. Donc c'est des programmes comme ça qui sont mis en avant et qui sont intéressants. Aujourd'hui, 75 000 inscrits sur la plateforme Movember. En France, oui, tout à fait. Oui. Ça a beaucoup augmenté, vous me disiez, ces dernières années. Il y a eu, on est passé, je crois, sur les 4 dernières années d'environ 50 000 à 75 000. C'est 5 millions de personnes dans le monde. Ouais. On en parlait tout à l'heure en introduction, c'est pas 5 millions d'hommes. Il y a un peu plus de 3,5 millions d'hommes et 1,5 million de femmes. Donc quand on est un homme, on est Movever, on est Mobro, Movember Brother, et il y a les Mosista qui sont les filles et les sœurs qui nous amènent. Alors évidemment, c'est plus compliqué pour elles de se laisser pousser la moustache, mais elles ont énormément d'imagination quant aux postiches et aux selfies. Ne vous inquiétez pas. Pour s'impliquer dans le mouvement. Exactement. D'accord. En termes de montant, parce que l'idée, c'est effectivement aussi de collecter des fonds et tout est reversé au programme de recherche. On peut avoir une idée, un ordre d'idée au niveau mondial, c'est à peu près 55 millions de dollars américains. Je le précise parce que dans la com de Movember, c'est 65 millions de dollars australiens. Donc après, bon, en fonction des taux de change, la conversion. Mais globalement, gardons en tête une 60aine de millions de dollars qui sont récoltés partout dans le monde et qui sont reversés effectivement à des programmes de recherche, que ce soit des programmes médicaux. J'en parlais tout à l'heure sur le site Movember, il y a un nouveau médicament pour le cancer de la prostate qui est sorti, issu des recherches. Movember a dépensé pour ce médicament à peu près 350 millions de dollars. Donc a sponsorisé vraiment cette recherche. Et je trouve ce qui est intéressant au niveau de Movember dans l'esprit, et c'est bien expliqué sur le site, c'est que ils ont fédéré internationalement différents santé. Alors c'est vrai qu'ils venaient tous du Commonwealth au démarrage, donc je pense que ça les a aidés. Mais même maintenant, des programmes européens sont sponsorisés par Movember. Donc en France, on retrouve des labos qui sont aidés par des fonds venant de Movember. Donc il y a vraiment ce côté international, une santé pour tous les pays, et c'est, je pense, important de le signaler. Très bien, effectivement. Donc une opération globale sur la sensibilisation au dépistage, mais aussi donc, exactement, sur les programmes de recherche. Au programme de recherche. Isabelle Fromentin, on évoquait il y a quelques minutes vos travaux qui concernent plus spécifiquement le cancer du sein. Travaux que vous nous aviez présentés déjà il y a tout juste un an et un mois pour être précis, à l'occasion d'une rencontre de l'Ordre dédiée à Octobre Rose. Il s'agit d'utiliser les facultés olfactives des chiens pour détecter des tumeurs cancéreuses. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un point d'étape sur vos recherches et sur les principaux enseignements que vous avez pu tirer de ces recherches ? Alors, on est actuellement en cours d'études cliniques, donc on n'a pas de visibilité sur nos résultats, même si on va avoir des analyses intermédiaires. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'au fur et à mesure que le travail avance, c'est très difficile de contrôler les variabilités du chien qui sont des êtres vivants. Donc on y travaille d'arrache-pied, mais quelquefois ça nous fait quelques frayeurs. En tout cas, ce qui était important pour faire le lien avec cette thématique, c'est qu'avant nous, des équipes, et notamment une équipe autour du professeur Cusneau à Thonon, avait commencé à travailler sur cette même technique pour le cancer de la prostate, et qu'actuellement des équipes américaines, une équipe aussi italienne travaillent selon ce concept sur le cancer de la prostate. Alors, est-ce que plus tard, ça sera des chiens qui seront en capacité de faire du dépistage ou des nez électroniques ou des espèces de truffes électroniques, c'est à peu près le même concept. C'est de se dire, est-ce que je peux faire la détection par des composés organiques volatiles? On n'en sait rien, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, plusieurs équipes travaillent dans le monde sur ce type de détection. Voilà.
D'accord, mais on entend effectivement que les techniques déployées peuvent aussi servir d'autres cancers, et notamment un cancer masculin qui est celui de la prostate. On suivra effectivement de près les résultats des études en cours. Par contre, j'avais juste une question, c'était de savoir si notre président allait se faire pousser la moustache. Alors, réponse, Monsieur le Président. Je l'ai laissé, mais un peu plus largement. C'est-à-dire que je pensais pouvoir, pour les 15 étages, je me demandais s'il y avait un ascenseur parce que je suis incapable de les monter à pied. Et donc, pour éviter d'être trop lourd, non, mais je vais l'essayer. Mais je pense que demain, c'est mort, Isabelle, donc peut-être l'année prochaine. Là, c'est ça, un engagement pour novembre 2022. Hein. Moi, je l'ai entendu comme ça. Hein. Exactement. Isabelle, merci pour le challenge. On a entendu que les femmes pouvaient aussi faire preuve d'imagination pour porter une moustache. Par contre, le challenge des 15 étages avec Gustave Roussy, je vous encourage à y aller quand même. Hein. C'est quelque chose. Ouais. C'est solide. C'est solide. Donc on a effectivement parlé dépistage et sensibilisation au dépistage. Quand on parle cancer masculin, on parle aussi des traitements. Donc pour les malades, docteur Emeline Colomba, je rappelle que vous êtes oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes options qui se présentent aux patients qui souffrent de cancer masculin, le cancer de la prostate d'une part, on va bien distinguer effectivement, du cancer testiculaire d'autre part? Il y a pas mal de traitements aujourd'hui. Pour ce qui est du cancer de la prostate, il faut vraiment séparer. Voilà, 90% des patients vont avoir une maladie localisée, c'est-à-dire le cancer est resté dans la prostate. Et dans ce contexte-là, on a plusieurs options qui vont aller bien sûr de la chirurgie à la radiothérapie, à des techniques un peu plus particulières de radiothérapie de type Curie. Et parfois même à des patients bien sélectionnés qui ont des petits cancers de prostate pas du tout agressifs, qu'on va pouvoir simplement surveiller dans l'idée plutôt de différer le traitement. Donc, c'est des patients qui vont avoir une surveillance active et d'autres patients qui vont avoir vraiment des options entre chirurgie et radiothérapie. Et c'est assez important qu'à ce stade-là, les malades puissent voir les deux spécialistes. Et globalement, l'idée, c'est qu'on puisse discuter tous ensemble dans des staffs de façon collégiale et de faire une proposition thérapeutique. Et en pratique, on conclut à soit le patient a vraiment les deux options sur les critères qu'on a de l'histologie, de l'histoire du terrain, des biopsies, et le patient va choisir entre la radiothérapie et la chirurgie, soit le staff est plutôt favorable à une des deux options et va plutôt orienter soit vers la chirurgie, soit vers la radiothérapie, ou alors vers la surveillance active pour, en tout cas, des maladies peu agressives qu'on va du coup surveiller par IRM et biopsie. Au stade d'une maladie plus avancée, quand le patient soit rechute après un traitement local et que les cellules sont sorties du coup du cancer de prostate et sont allées faire des métastases, on a aujourd'hui beaucoup d'options. Et donc, on revoit les malades et on rediscute avec eux des traitements qu'on pourra leur proposer. Et pour des maladies un petit peu plus agressives, d'emblée avancées, pareil, aujourd'hui, on discute des options. On a essentiellement des traitements qui reposent sur de l'hormonothérapie. Alors, l'hormonothérapie, c'est plutôt un traitement anti-hormone, le terme n'est pas parfait. Donc, l'idée vraiment, c'est la première étape dans le cancer de prostate avancé. On sait que les hormones masculines, et notamment la testostérone, sont un carburant des cellules cancéreuses. Et la première étape, c'est de bloquer cette production de testostérone. Et on a des hormonothérapies d'ancienne et de nouvelle génération en arsenal thérapeutique. On a également des chimiothérapies. Et maintenant, récemment, on a même eu des données montrant l'intérêt pour des maladies d'emblée avancées, avec notamment beaucoup de métastases, l'intérêt d'associer les deux, donc hormonothérapie et chimiothérapie et hormonothérapie nouvelle. Et pour des patients qui vont avoir des maladies qui vont évoluer malgré les traitements usuels, les choses bougent très très vite. On a des nouvelles molécules qui ciblent des anomalies particulières. On a des techniques de médecine nucléaire avec ce qu'on appelle de la radiothérapie métabolique vectorisée qui va également cibler certaines lésions du cancer de prostate. On a des données d'association d'hormonothérapie nouvelle, d'immunothérapie, de chimiothérapie. Enfin, les choses bougent très très vite et
globalement dans le cancer de la prostate. En tout cas, on a plusieurs options à proposer aux malades aujourd'hui. On a également des nouvelles molécules qui ont démontré tout leur intérêt chez des patients qui ont un cancer de prostate avec certaines mutations, qu'elles soient héréditaires ou pas. Et donc, en oncologie, les choses bougent très, très vite. Pour répondre rapidement sur le cancer du testicule, globalement, ça reste une maladie de bon pronostic, très chimiosensible. Les choses n'ont pas vraiment évolué parce que ça marche très bien et on n'a pas trouvé de nouvelles molécules qui marchaient très, très bien aujourd'hui dans le cancer du testicule. Ça reste des cocktails, comme on dit, de polychimiothérapie qui permettent vraiment de guérir les malades. On est plutôt sur des stratégies récemment, notamment on a eu des données plutôt de désescalade, donc c'est-à-dire que c'est des maladies qu'on guérit tellement bien qu'aujourd'hui on est plutôt, pour certaines maladies de bon pronostic, même à alléger les traitements de chimiothérapie. Mais encore une fois, voilà. Avec des essais qui sont menés justement au sein de l'Institut Gustave Roussy pour alléger les traitements de cancer testiculaire notamment. Un essai qui a été mené et dont on a les résultats et qui a montré l'intérêt, en effet, dans un certain type de cancer du testicule de bon pronostic, d'alléger les traitements quand les patients répondaient bien. Au lieu de faire 4 cycles, on se retrouve à faire 3 cycles et on allège les traitements. Donc ça, c'était des choses un peu récentes. Et on a des essais en cours menés aussi dans d'autres centres qui font du cancer du testicule en France, où là, on pose plutôt la question de la stratégie à la rechute. Voilà. Mais ça reste la chimiothérapie, le traitement de base dans le cancer du testicule avancé. Très bien, donc différentes options de traitement, également un certain nombre d'innovations, vous nous les avez présentées dans les grandes lignes. Vous avez aussi parlé en début d'échange donc, de cette volonté à l'Institut Gustave Roussy d'informer au mieux le patient sur les différentes options de traitement qui se présentent à lui. Ça, c'est vraiment une spécificité de l'Institut et vraiment une volonté d'informer le patient au mieux sur le choix qui lui est proposé dans les traitements. Alors, entre radiothérapie et chimiothérapie, principalement. Pour le stade localisé, quand les deux traitements font aussi bien, dans d'autres centres aussi, les patients ont accès, bien sûr, aux 2 consultations de spécialistes. On a proposé la consultation en un jour où le malade voit le même jour l'urologue et le radiothérapeute pour discuter des options, des effets secondaires et finalement pouvoir un peu lui proposer de façon le plus loyale possible toutes les données pour qu'il décide quand il a le choix. Parfois, ça arrive que le staff va plutôt orienter envers la chirurgie ou envers la radiothérapie, mais parfois le patient a vraiment le choix. Et donc, cette consultation en un jour, on l'a organisée chez nous, mais dans d'autres centres également. Et même si parfois ce n'est pas fait en un jour, les patients ont accès quand ils ont les 2 options. C'est très important qu'ils puissent en effet rencontrer le radiothérapeute et l'urologue et discuter pour prendre la décision finale quand c'est possible avec toutes les informations. Très bien, effectivement, c'est une initiative qui va dans le bon sens, dans celui du droit du patient et de le rendre davantage acteur de son parcours de soins. Stéphane Beaumont, parallèlement à votre engagement au sein de Movember, vous êtes également engagé au sein de l'association de patients Sérum, spécialisée dans les cancers masculins. Quel regard vous portez justement sur ce dispositif présenté par le docteur Émile Colomba qui permet aux patients de s'impliquer davantage dans son parcours de soins et dans son traitement? Alors d'abord, je voulais publiquement la remercier, parce qu'elle participe très souvent au centre d'écoute que Sérum a mis en place. Donc on a des lignes d'écoute, Prostécoute, Test Écoute, pour que les patients puissent appeler d'anciens malades pour pouvoir avoir cet échange et briser un petit peu ces tabous. Et on a également une troisième, presque une consultation par téléphone. En tout cas, Emeline participe ainsi que d'autres médecins à ces lignes d'écoute fréquemment. Donc, merci pour ça. Effectivement, Sérum, au-delà de ces messages de prévention, on est vraiment amené à essayer de donner de l'information au même titre que d'autres associations de patients qui sont assez impliquées. On en connaît une, notamment pour le cancer de la prostate, qui s'appelle l'ANAMACAP. Par contre, Sérum, je trouve, à cette image qui correspond un petit peu, et c'est pour ça que je les ai rejoints, à Movember. On traite l'homme dès le début, c'est-à-dire que le cancer testiculaire qui touche l'homme jeune, sur lequel, ce qui a été mon cas, n'avait strictement aucune information à l'époque, je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois qu'on est sensibilisé d'un côté, de toute façon, on le sera pour plus tard.
on parlait tout à l'heure, moi je suis encore à essayer de convaincre mes copains ne serait-ce que de faire un test PSA et un toucher rectal parce que les deux sont importants. Et j'ai encore un petit peu de mal, même si j'arrive à les décomplexer, et même si ce sont des amis. Donc c'est pour ça que je pense que les associations de patients sont importantes. On a vécu ça, mais personnellement, je n'ai pas envie de le revivre. Donc à un moment ou un autre, essayons de s'expliquer, de souhaiter ça à personne. Donc je trouve que c'est là que c'est vraiment important de diffuser ce message dédramatisant. Franchement, c'est pas très très grave. Je vis très bien avec un seul testicule et j'ai eu un toucher rectal régulièrement. Je m'en remets très bien. Très bien, merci pour ces précisions. On parle de l'accompagnement, enfin du traitement, mais aussi de l'accompagnement des patients, et les infirmiers jouent un rôle essentiel dans cet accompagnement. Docteur Emeline Colomba, est-ce que vous pouvez justement nous indiquer dans quelle manière les infirmiers participent au traitement et à l'accompagnement des patients atteints de cancer masculin? Alors déjà, je profite de ce moment pour vraiment tous les remercier. On a en oncologie, le patient est pris en charge vraiment dans sa globalité et d'avoir tout un réseau de soignants autour de lui pour l'accompagner, répondre à ses questions, être auprès de lui pour pouvoir l'orienter, le rassurer ou le pousser à demander des explorations supplémentaires, par exemple à son cancérologue. Ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier à la spécialité. Nous, on travaille beaucoup avec les infirmiers, notamment qui font les soins à domicile et qui nous contactent quand eux, ils connaissent bien les malades et qui remarquent de façon très précoce quelque chose de particulier ou voilà, un changement au niveau clinique, ou alors si le patient finalement a encore beaucoup de questions ou est angoissé par une certaine situation. C'est vrai que comme souvent il passe régulièrement, ils connaissent bien le malade, ils le voient encore dans son environnement, chez lui, avec son entourage. En oncologie, c'est très précieux. Je pense qu'il faut qu'on continue de consolider les liens qui existent encore aujourd'hui entre la ville et l'hôpital. Nous, on sait que, c'est comme partout. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais aujourd'hui en France, la situation dans les hôpitaux est complexe. Je pense que les autorités publiques vont à un moment donné se saisir du débat. Il y a eu le Covid où on a pu démontrer à quel point, encore une fois, c'est une belle profession parce que les gens qui sont là le font par vraiment dévouement et par sensibilité auprès du patient. Après, les conditions de travail aujourd'hui sont difficiles à l'hôpital, tout le monde le sait. Et donc, de pouvoir travailler ensemble du mieux qu'on peut, sachant qu'à un moment donné, les conditions de travail vont faire que peut-être la qualité des soins va se dégrader aussi en France. Je pense qu'on peut en parler aussi. Et que entre on peut tout à fait en parler, je vous rassure, les rencontres de l'ordre sont le lieu de tous les débats. Il n'y a pas de tabou autour des cancers masculins, il n'y a pas de tabou autour du système de santé. Donc c'est très bien qu'on puisse en discuter. Je pense que dans ces moments difficiles, avec une conjoncture particulière, anxiogène, un hôpital qui est un peu aussi à bout de souffle après 2 ans de Covid, c'est bien qu'en tout cas, entre professionnels, on puisse continuer à essayer de se serrer les coudes pour offrir la meilleure qualité des soins à nos malades, sachant que les choses ne sont pas simples et qu'elles vont probablement pas continuer d'être simples. D'accord. Voilà. Ouais. Donc de la surveillance, de l'observance des traitements de la part des infirmiers et de la remontée d'informations pour pouvoir coopérer ensemble, médecins, infirmiers principalement, pour le meilleur accompagnement possible des patients. Isabelle Fromentin, je me tourne vers vous puisque vous enseignez aussi auprès d'infirmiers en pratique avancée qui choisissent la mention oncologie hématologie. Ces infirmiers en pratique avancée, est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle d'autant plus significatif à terme auprès des patients atteints de cancer et de cancer masculin notamment? Oui, alors je vais vous répondre, hein, mais avant, je voulais remercier pour cette définition assez exacte de notre rôle premier auprès des soignants, qui est d'écouter, d'accompagner, et ce rôle de proximité et de remontée d'informations auprès de l'oncologue en oncologie. On parle des pratiques avancées, mais notre métier de cœur, il est là, et c'est important. Et c'est vrai qu'en oncologie, on a la chance de bien travailler ensemble, je pense avec les médecins, et je pense qu'on a tous le même souci en ce moment, de pouvoir garder ça et de limiter cette dégradation des soins
qu'on subit tous. Donc merci pour ces mots assez très justes sur notre métier et nos liens. Après, pour parler des pratiques avancées, donc moi je m'occupe de la mention onco-hémato. Évidemment, et on voit déjà que chez les premières promotions, hein, on en est à la 3e promotion d'infirmiers de pratique avancée, ce sont des petites promotions, mais chaque année, il y a des étudiants qui sont plus intéressés au cancer masculin, et c'est très bien. On le voit aussi par leur travail de fin d'année autour d'un mémoire. On en a déjà plusieurs qui ont traité leur mémoire sur ce type de cancer, et il faut qu'elles prennent leur place. C'est les premières années, hein. L'enjeu là, c'est l'implantation de ces nouveaux métiers auprès des oncologues, hein, parce que c'est vraiment l'infirmière de pratique avancée reste une infirmière avec un niveau de connaissance et de compétences intermédiaires, ce qui lui permet de faire des consultes avec l'oncologue, enfin plutôt en intermittence avec l'oncologue chez les patients stabilisés. Donc bien sûr, elles ont leur place, on en parle moins, mais il y en a qui s'intéressent particulièrement à ce type de cancer, et c'est très bien. Très bien, merci. Elles ont leur place et elles ont potentiellement une place qui est amenée à évoluer, en tout cas effectivement une intervention auprès des patients qui va se consolider dans les années à venir, puisqu'on peut le préciser quand même, c'est une évolution récente de la profession infirmière que celle de la pratique avancée. Faut mieux aller doucement mais sûrement, hein. Donc Voilà, on est là-dedans. Dans nos 2 établissements là, puisqu'on est 2 représentés aussi bien à Gustave Roussy qu'à Curie, il y a des infirmières de pratique avancée qui prennent leur place tout doucement. C'est chacun, et il faut mieux progressivement mais sûrement, et que ces implantations surtout réussissent, soient bien compris par tout le monde. Personne ne va piquer le travail de personne. Ces infirmières ne sont pas des petits docteurs, ce sont des infirmières en pratique avancée. Il faut aussi que les oncologues trouvent leur marque par rapport à ces nouveaux métiers, et je pense que si on prend ce temps-là, tout va se faire très bien au bénéfice des patients. C'est tout ce qu'on souhaite. Stéphane Beaumont, vous avez été atteint d'un cancer il y a quelques années, hein, vous nous l'avez dit un peu plus tôt, vous avez suivi un traitement. Si on en revient justement à ce rôle qu'ont les infirmiers auprès des patients, est-ce que vous avez un retour d'expérience, un témoignage? Quel a été le rôle des infirmiers pour vous au moment de votre traitement? Alors c'est amusant de repenser à cette période. Paradoxalement, moi j'ai un excellent souvenir, alors pas de l'intégralité des 4 séances, enfin pas des 4 séances, mais des 4 mois de chimio. J'aurais bien aimé que le test soit déjà passé à l'époque pour m'éviter la 4e notamment. Mais paradoxalement, la 4e, elle a démarré le jour de la Saint-Nicolas. Donc le jour de la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. La personne qui me traitait, donc l'oncologue, s'appelait le docteur Nicolas Colbert. Je crois qu'il est parti à la retraite maintenant. Et en fait, le jour de sa fête, avec les infirmières justement du service, on a organisé la Saint-Nicolas dans l'hôpital de jour. Je crois que c'est la première fois qu'un traiteur arrivait pour déposer un buffet, que j'étais venu avec quelques bouteilles de ma Bourgogne natale, et on a fait une très très belle fin d'après-midi, début de soirée. Hein. C'était un apéro. J'avais le dernier rendez-vous à 17h45. Tout ça pour bloquer. Donc avec la complicité des infirmières, on a fait ça, et ça avait tous les malades qui étaient là, qu'on côtoyait tous les jours. C'est bien une espèce de l'hôpital de jour. Enfin, tout le monde vient prendre sa dose. On n'est pas des junkies, mais au bout d'un moment, on commence à se connaître. Et en fait, c'est les infirmières à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'infirmiers dans ce service-là, créent cette espèce d'ambiance. Je ne vais pas dire joyeuse, mais en tout cas légère par rapport à ça. Donc, moi, je veux dire, les infirmiers, les infirmières, à cette période-là et aussi à d'autres périodes, j'ai eu malheureusement l'occasion de retourner fréquemment dans des hôpitaux, que ce soit pour moi ou pour des proches. C'est quelque chose où je pense qu'au moment où on y est, le médecin représente l'autorité quelque part, et l'infirmier ou l'infirmière, c'est celui vers lequel on se retourne en disant vous
pouvez m'expliquer ce qu'il vient de me dire parce que j'ai pas tout compris. J'exagère un peu, évidemment, volontairement, mais c'est quelqu'un. Enfin, je pense que c'est. Vous êtes aussi un rôle un peu d'ambassadeur, de traducteur, et de vraiment, proximité patient. Pour moi, c'est un rôle clé, effectivement, dans mes expériences personnelles. Typiquement, je me souviens bien des visages des infirmières. Le docteur Nicolas Colbert, je le vois évidemment, mais c'est moins évident. C'est vraiment très très important, je pense, d'avoir cet accompagnement. En tout cas, qu'ancien malade, j'ai été également aidant dans le cadre d'une autre, de mon épouse malheureusement décédée. Et effectivement, les infirmiers et infirmières dans ces cas-là sont primordiaux. C'est le premier relais, c'est les personnes vers lesquelles on se retourne. Enfin, en tout cas, moi, je me retourne le premier parce qu'encore une fois, je crois que le médecin, il est là pour faire son job de guérisseur. Et de l'autre côté, il y a un moment, il faut qu'il y ait un rapport humain qui va. Et moi, je me suis toujours retourné vers les infirmiers ou les kinés, d'ailleurs. En traumato, j'en ai subi un petit peu à cause du sport. Les rôles sont souvent très proches, en tout cas à l'hôpital. Donc des gestes techniques, des actes cliniques, de la remontée d'informations et de la coopération avec les autres professionnels de santé. Et comme vous le dites aussi, voire surtout un accompagnement global. Bien sûr. Une intervention Exactement. sur la prise en charge globale du patient. Cet accompagnement, justement, on l'a dit, vous êtes également actif au sein de l'association de patients Sérum. Tout à fait. Il est important, qu'est-ce que vous mettez en place justement comme action pour accompagner au mieux les malades, les patients atteints de cancer au sein de... Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a donc ces lignes d'écoute qui sont à disposition, et Sérum se mobilise également énormément tout au long de l'année, directement dans les hôpitaux, notamment dans le cadre du cancer de la prostate. Il y a une opération qui s'appelle la prostate géante, donc c'est une prostate gonflable qui est au milieu d'un hall ou dans un parking. Encore quelque chose de très visuel. Ah oui, c'est très très visuel. Oui. Alors pour la petite histoire, elle a même normalement elle est gonflée dans les halls d'hôpitaux, et effectivement Sérum avec les associations de patients et l'aide des médecins, on essaye de dédramatiser, ou en tout cas d'expliquer ce qu'est la prostate. Et là, je crois que pour la première fois, moi j'ai eu la chance de participer à cette opération prostate géante sur la place de la mairie du 18e arrondissement, et Sérum également était présent avec Olivier Jérôme, qui est notre président, dans le centre commercial So-Ouest à Paris. Donc là, on est plus du tout dans l'hôpital, et les gens se demandent vraiment ce qu'est cette énorme structure gonflable. Donc on peut passer à travers, on peut visiter une prostate, et donc ça dédramatise pas mal de choses. Et effectivement, c'est un petit peu, je pense, ce rôle-là qui est important pour les associations de patients, pour Sérum en particulier. En tout cas, c'est notre philosophie à ce niveau-là. On n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers, on est des anciens malades, et on veut parler à nos pairs en disant, voilà, regardez, nous on l'a pas eu, on le savait pas, regardez, apprenez ça, et allez-y, osez. D'accord. Et je trouve que c'est cette philosophie de prévention qui est importante, surtout effectivement, on en a déjà pas mal parlé, sur briser ces tabous masculins de il faut rester fort, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être faible, blablabla, blablabla, blablabla. À un moment ou à un autre, il faut se prendre en main et décider de sa santé. Et il n'y a pas de honte à avoir un cancer, c'est pas une maladie honteuse, et il faut continuer d'avancer et de se soigner. Donc cette prévention, elle est importante, et je pense que c'est vraiment le message clé, en tout cas mon engagement personnel et l'engagement, je crois, de pas mal de mes pairs chez Sérum, c'est vraiment celui-là. C'est de délivrer un message de prévention en disant il n'y a pas de honte à avoir ça, allez voir votre médecin, allez voir les infirmiers, parlez-en, parce qu'on peut en guérir. Donc des messages de prévention, l'accompagnement des patients, mais aussi des actions spécifiques auprès des aidants, l'entourage direct du malade. Vous savez, la plupart du temps, quand sur ces lignes d'écoute, c'est pas forcément le malade qui appelle. C'est souvent sa femme. Moi, je suis intervenu pas mal de fois dans des entreprises pour parler de Movember et mettre ça en avant. Un cas sur deux, c'est pas l'homme qui vient me voir, c'est la femme ou la fille. On peut dire la maîtresse parce que c'est pas bien, mais à un moment ou à un autre, en fait, les femmes tiennent à nous. Et donc, elles s'intéressent plus à nous que nous nous intéressons nous-mêmes à nous. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Moi, j'en suis l'exemple type. C'est sans l'insistance très lourde de ma femme et de ma maman, je crois que
serais pas en train de vous parler parce que les métastases étaient déjà dans les poumons quand j'ai été me faire détecter. Et s'ils avaient choisi un autre endroit, je crois que je ne serais pas en grande forme pour vous parler actuellement. D'où l'importance de la encore une fois, et la sensibilisation exactement. au dépistage. Docteur Emeline Colomba, ce volet accompagnement des patients, au-delà du traitement qu'il peut recevoir, dont il peut bénéficier, c'est quelque chose auquel vous vous attachez à l'Institut Gustave Roussy particulièrement. C'est un souci auquel vous accordez de l'importance? Je pense qu'en oncologie, on y attache pas, et en médecine en général, c'est sûr que quand on est dans des contextes de maladies graves, de maladies chroniques, pour avoir vraiment une relation de confiance avec le malade, une observance, des thérapeutiques, être certain que le patient va consulter ou va nous contacter si ça ne va pas, et aussi qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté pour que le traitement soit réalisé dans de bonnes conditions. Bien sûr que l'accompagnement, il est optimal, quoi. On essaye aujourd'hui, et c'est tout le travail qui a été fait longtemps par les équipes de soins de support, c'est vraiment de prendre le malade en charge dans sa globalité et qu'on puisse répondre un peu à tous ses besoins. Certes, il faut traiter le cancer, mais on traite d'abord une personne. On sait très bien que l'annonce, il y a avant, après, même un cancer localisé de bon pronostic, il y a avant, après. C'est vraiment un peu un coup de massue pour les malades, et c'est hyper important de pouvoir les accompagner sur tous les plans, y compris sur le plan nutritionnel, psychologique. Les patients ont beaucoup de questions aujourd'hui avec l'accès à Internet, avec beaucoup d'informations sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois manger, qui je peux voir, est-ce qu'il faut que je fasse de l'activité physique. On a parfois des patients qui vont bien, qui sont guéris, mais qui sont détruits sur le plan psychologique. C'est important qu'ils puissent être vus. Donc, bien sûr que l'accompagnement par tous les soignants est primordial en oncologie, mais aussi dans d'autres spécialités. Oui, tout à fait. Et justement, on va consacrer donc les dernières minutes de cette rencontre de l'Ordre des infirmiers à cette prise en compte des conséquences qui peuvent émerger avec la maladie. Et Élodie Labedade, vous êtes infirmière stomathérapeute à l'Institut Curie. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes en quoi consiste ce rôle d'infirmière stomathérapeute ? Pardon. Être infirmière stomathérapeute, en gros, c'est accompagner les patients sur plusieurs versants. Alors, on peut être amené à suivre des patients porteurs de stomie. Donc, ce sont des dérivations soit du tube digestif ou de l'appareil urinaire qu'on est venu aboucher à la peau. Pour lequel on va devoir en fait adapter un appareillage ou une poche dans le langage commun. Notre objectif et notre rôle, c'est de pouvoir trouver l'appareillage adapté pour le patient, quand c'est possible de pouvoir lui apprendre à s'en servir, de pouvoir aussi limiter le risque de complications liées à ces stomies. Donc, chaque stomie a sa spécificité et comprend des risques de complications. Donc, ça va être de les former à ça, et soit le patient et son entourage, soit le patient avec les infirmières aussi au domicile. Et tout ça dans la continuité en fait de son parcours de soins. Là, ça sous-entend une chirurgie donc en post-opératoire, et après si les patients ont d'autres traitements par la suite, c'est aussi surveiller et limiter le risque de complications liées au traitement sur ces stomies. Ensuite, on a le versant troubles de la continence, c'est-à-dire que les patients après traitement, radiothérapie, chirurgie peuvent être amenés à avoir des troubles de la continence soit urinaire, soit digestive, fécale. Donc, il y a là encore des soins qu'on peut faire, soit pour les troubles de la continence, ça va être apprendre aux patients à se faire des autosondages quand ça a été prescrit, quand on a trouvé une indication, ou parfois adapter des dispositifs externes, et tout ça, toujours on apprend aux patients à pouvoir manipuler ces différents dispositifs médicaux, à leur apprendre comment on s'en sert et comment limiter aussi les risques de complications à leurs usages. On a la même chose également pour les troubles de la continence digestive. Il y a aussi tout ce qui va être règne hygiéno-diététique. Donc, on parlait du sport, il y a l'alimentation, il y a le sommeil aussi. Tout ça, c'est important de le prendre en compte.
Et on accompagne aussi, enfin, il y a un versant plaie cicatrisation, moi, qui est renforcé parce que j'ai un statut de référente également dans l'institut où, quand, il y a des complications cutanées liées, au traitement et ben, on va être amené à accompagner les patients, à adapter, les protocoles de soins, tout ça évidemment avec le concours des équipes, médico-chirurgicales, avec leur aval, voilà. Donc, Donc à différents moments du parcours. effectivement, Donc non, soit je réagissais en disant que c'est un champ d'intervention assez large qui associe à la fois donc, des actes techniques, des actes cliniques, mais toujours aussi ce volet accompagnement global. Est-ce que du coup, dans le cadre de cet exercice, vous êtes amené à prendre en charge des patients qui souffrent de cancer masculin, peut-être plus particulièrement cancer de la prostate? Oui, plutôt, cancer de la prostate. Après, on a eu quelques patients aussi atteints de cancer de la verge, même si on en a moins parlé. Un peu moins de cancer de testicules pour le coup, mais ça va être surtout, ouais, les cancers de la prostate qui vont être, les patients qu'on va pouvoir, rencontrer le plus et qu'on verra aussi, hein, peut-être un peu plus, dans le temps. Voilà, pour répondre à cette question. Très bien. Voilà. Non, j'allais éventuellement vous demander de Voilà, préciser, mais voilà, c'est vrai que exactement. vous l'avez déjà indiqué dans le champ d'intervention qu'il y avait voilà, ces patients qui souffrent d'un cancer de la prostate. Et alors, vous travaillez aussi sur la création d'une consultation donc, qui va être mise en place, je crois, dans quelques mois, dans les premières semaines de 2022, et qui s'attache spécifiquement au lien entre cancer et sexualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Hem, comme son nom l'indique, en fait, alors elle ne sera pas forcément spécifique au cancer masculin, mais il est important dans cette, prise en charge, globale de reprendre, aussi toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir autour de l'intimité et de la sexualité. Alors pas forcément, que les troubles, érectiles à proprement parler, à proprement parler. C'est aussi, comment aider dans les soins quand les patients ont des auto-soins, comment, accompagner, plus généralement et aussi, dépister peut-être comment dire? Des alors j'arrive pas à trouver mes mots, mais à dépister des besoins, de suivi, sur le plan, sexothérapie, par exemple, de pouvoir, réadresser les patients vers, les bons professionnels, que ce soit un urologue, andrologue, que ce soit un psychologue, sexologue, ou un psychiatre sexologue. Tout ça, Parce alors, que les soit facteurs, si qu'avec on le comprend bien, patient. ils peuvent être effectivement physiques, physiologiques ou parfois d'ordre psychologique, peut-être même un mélange des deux. Tout à fait, bah, c'est souvent d'ailleurs un mélange des 2. Il y a, comme, le disait, le docteur Combat, c'est que, il y a l'avant-annonce et après-annonce. L'annonce du cancer en elle-même, même avant qu'il y ait un traitement, il y a un impact sur la personne. Il y a aussi, tout le stress que ça peut engendrer, toutes les fatigues que ça engendre. Après il y a, ne serait-ce que pour les différentes cures, c'est beaucoup d'allers-retours, c'est beaucoup de rendez-vous. Donc même si c'est pas le traitement à proprement parler, qui agit, et qui, perturbe cette sphère intime, ça va être, tout ce qu'il y a, autour et c'est pas non plus de dissocier le psychologique du physiologique parce que tout ça, c'est une mécanique qui est très complexe et c'est justement, déculpabiliser les patients, et les hommes à dire: «Bah, ce n'est pas grave, si vous n'avez plus de désir, ce n'est pas grave si, vous n'arrivez pas à avoir une érection». Alors après, sur l'érection, c'est aussi, il faut savoir comment ça se passait avant la maladie pour aussi pouvoir accompagner correctement après, la maladie ou pendant la prise en charge de la maladie. Mais, c'est aussi de normaliser, le symptôme, on dit, de pouvoir, cibler, ce dont les patients ont besoin et de pouvoir, les accompagner au mieux, là-dedans. Donc, je suis pas enfin, il faut toujours un petit peu se méfier en disant psychologique ou À ne physiologique, pas parce que le opposer, en tout cas. psychologique, Mm. bah, exactement, parce que le psychologique agit sur le physiologique finalement et inversement. Donc tout ça, c'est pour ça prise en charge globale, on en revient, mais elle est, tout à fait vraie.
En tout cas, on entend encore à travers vos propos cette thématique de la libération de la parole et cette nécessité parfois de briser les tabous chez les hommes, et on courage de l'avouer. J'espère que ce n'est pas un tabou, mais on a aussi des questions des internautes qui nous suivent et qui nous demandent, certains en tout cas, pourquoi vous avez choisi ce métier d'infirmier stomathérapeute. Ça suscite peut-être des vocations ou en tout cas l'intérêt de certains professionnels de santé, infirmiers, infirmières qui nous suivent en direct. Alors moi, initialement, j'ai commencé en chirurgie digestive et j'ai toujours trouvé ça. Enfin, j'ai toujours été émerveillée par. Enfin, émerveillée, c'est peut-être pas forcément le mot, mais je suis impressionnée par la capacité des patients à pouvoir, malgré l'image corporelle qui peut être bouleversée, enfin qui est d'ailleurs bouleversée, puisse reprendre un petit peu le pas dessus. Alors avec différentes étapes et arriver à un nouveau quotidien avec des soins nouveaux qui se réapproprient et qui font de nouveau partie de l'intimité et qui ne sont plus vraiment du soin, mais plutôt de l'hygiène, on va dire. Et là-dedans, en tant que stomathérapeute, ce que je trouve primordial, c'est de pouvoir les accompagner au mieux, trouver des trucs et astuces. Parfois, je me resserre de ce qu'un patient me disait pour le retransmettre, pour minimiser l'impact en fait de ces troubles, que ce soit si on a une stomie ou que ce soit si on a des troubles de la continence, minimiser ces impacts pour assurer une qualité de vie la meilleure qualité de vie possible pour le patient. D'accord. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Donc une consultation infirmière qui va s'enrichir aussi. On voit Isabelle Fromentin et sa belle moustache. Il a fallu que je me mette Oui, un petit peu gauloise, la moustache November. d'Isabelle Fromentin. Formidable pour cette fin de rencontre de l'Ordre des infirmiers. Juste effectivement, pour revenir quand même sur vos propos, Élodie Labedane, on voit que cette consultation infirmière va s'enrichir des retours patients, mais et également, bien sûr, des retours des professionnels, puisque vous allez travailler avec tous les professionnels de l'Institut Curie et de vos services pour faire en sorte que les patients soient réorientés vers cette consultation. Stéphane Beaumont, Isabelle Fromentin et Dr Émile Colomba, ça vous inspire quoi, ce type d'initiative qui est menée par Élodie Labedane, cette consultation cancer et sexualité, en quelques minutes, en quelques mots, pardon, car il nous reste finalement peu de temps. Docteur, my pleasure. Je pense que c'est essentiel. Encore une fois, on a un peu retardé dans la prise en charge des troubles sexuels liés à l'oncologie et il y a un besoin qui est énorme et les patients ont du mal à en parler et certains soignants aussi. Donc c'est parfait qu'on ait ce type de consultation et qu'on ait des gens compétents formés pour aider les malades aujourd'hui. Merci docteur Émile Colomba. Oui, Isabelle Fromentin, sur cette consultation et puis effectivement cette rencontre de l'Ordre des infirmiers touche bientôt à sa fin, donc je vous laisse effectivement ajouter, si vous souhaitez ajouter un mot, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais, j'aurais pas mis ma moustache dès le départ quand même, parce N'est-ce que pas voilà. Non, en ce qui concerne le projet d'Élodie que je soutiens, vraiment, je pense que c'est essentiel pour les femmes et aussi pour les hommes. Et je pense qu'en 2021, on peut quand même arrêter enfin, vraiment mettre un terme à ce tabou. Et peut-être qu'Élodie l'a pas assez exprimé. L'idée, c'est vraiment de rester dans notre rôle infirmier, de pas être médecin ou pas être psychologue, mais qu'Élodie, en pratique, aide les patients et les patientes autour de leur sexualité, aussi en faisant du soin, en proposant des techniques, en parlant de l'acte sexuel, en parlant de leur intimité. Ça fait aussi partie de nos soins infirmiers. Et à un moment, il faut un peu se libérer et parler entre adultes de tout ça qui gêne beaucoup trop encore nos patients maintenant, et ils le gardent pour eux. Et c'est bien dommage, parce qu'on est aussi là pour les aider. Et vous voyez, je mets une moustache sans complexe. Pareil, on peut parler de sexualité sans complexe. C'est peut-être une solution d'ailleurs pour libérer la parole, hein, ce type de déguisement, ou en tout cas de postiche. De postiche, c'est le terme. Mais je le prêterai à Élodie si besoin pendant ces consultations. Stéphane Beaumont, un petit mot sur cette consultation ou un mot pour conclure. Effectivement, j'ai pas eu la chance de vivre ces consultations, mais j'imagine tout à fait que la prise en charge globale, quels que soient les problèmes inhérents et la maladie, je l'ai vécu, englobe tout et prend le pas sur à peu près tout. Et donc il faut surnager, survivre par rapport à ça. Et c'est évident que ce type de consultation sera bénéfique et efficace, et plus il y en aura, mieux les gens se porteront et récupéreront
vite. Après, quand on parlait de tabou quant à la sexualité, alors, à un degré moindre, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un film pour la prévention. Donc là, maintenant, on peut donner le titre, parce qu'une fois qu'on va donner le titre, les gens vont se dire. Donc, avec Serum et Movember, on a édité 2 films de prévention contre le cancer testiculaire. Donc, c'est un vrai film de boule. Donc, il y a la version 1 et la version 2. Je vous encourage à taper un vrai film de boule, Serum. Mais rajoutez bien Serum. Hein, rajoutez bien. Les mots-clés sont importants. Sinon, ça peut déraper un peu, mais un vrai film de boule sur Serum, avec Serum. Et vous aurez 2 clips de prévention qui ont été réalisés par un des membres de Serum, d'ailleurs, Antoine, qui a réalisé ça pour sensibiliser les jeunes hommes sur le cancer testiculaire. Et le mot de la fin de ces films, messieurs, faites gaffe à votre matériel. Prenez soin de votre matériel, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Patrick Chamboredon, le mot de la fin vous revient. On va remercier d'abord nos 4 intervenants du jour. Donc Stéphane Beaumont, ambassadeur France du mouvement Movember. Docteur Emeline Colomba, en visio, vous êtes oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy. Merci beaucoup pour votre intervention. Isabelle Fromentin, habituée désormais des rencontres de l'Ordre des infirmiers, infirmière-chercheur à l'Institut Curie. Et Élodie Labedade, également à l'Institut Curie. Vous êtes infirmière stomathérapeute. On comprend mieux désormais vos périmètres de mission et donc l'initiative à laquelle vous vous attelez pour les premiers mois de l'année 2022. Merci et bravo. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers. Traditionnellement, le mot de la fin vous revient. Écoutez, merci Adrien. Vous avez dépassé le temps, donc on m'a indiqué que je pouvais, car maintenant on est équipé. C'est pas bien. Mais il va falloir plus de 10 minutes pour arriver à rattraper ce challenge qu'a mis Isabelle cette année, parce que pour que j'arrive, au vu de ma pilosité, à récupérer une telle moustache, ça va me prendre de laisser pousser à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Movember, pour le prochain Movember. Mais le challenge est pris et bien pris, je ferai en sorte de... je crois que le ton qu'on a employé aujourd'hui et le témoignage de Stéphane, que vraiment je remercie, va permettre de dédramatiser, va permettre de libérer la parole. Tout au moins, ça va être le mot de cette finale. Les infirmiers sont concernés, les infirmières sont concernées pour tout un tas de raisons. Et on a bien vu l'exemple que promeut notre consoeur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'il y a une vision globale et une prise en charge globale du patient tel qu'on le prône en tant qu'infirmier, mais également beaucoup de prévention, donc libérer la parole, la prévention, permettre justement une prise en charge qui va être le plus efficace possible et de façon à avoir le meilleur niveau de récupération possible. C'est essentiel. C'est essentiel aussi parce qu'on est en période de crise, on est en période de crise Covid, et il ne faut pas déprogrammer, il faut continuer à se faire suivre, il faut continuer la prévention. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de déprogrammation pendant la première période Covid et qu'il ne faut absolument pas qu'on tombe encore dans ce travers-là. Les hôpitaux, vous en avez parlé, même si ce n'est pas trop le rôle de l'ordre, sont en tension, effectivement. Et la légèreté de cette discussion-là aujourd'hui, tout au moins de ce que nous a promis Isabelle comme moustache pour l'année prochaine et que je vais essayer de battre, sera le terme de ma conclusion. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être là, d'être venus. Merci à Stéphane pour vraiment ces mots, parce que c'est un tabou et il a réussi à le briser et il en parle tranquillement. Alors qu'en préparant cette matinale, qui n'est pas une matinale, et qui est dans un nouveau studio New Look, avec Adrien, on se posait beaucoup de questions justement. Et c'est quelque chose vraiment qui met en valeur toute la capacité d'être une équipe de soins avec un médecin, des infirmiers et un patient, et qu'on travaille tous unis autour de ça, de façon à permettre justement une très bonne prise en charge. Écoutez, moi, la 18e se termine bien en étant très sympathique et en ayant dit beaucoup de choses, de quelque chose de très grave sur un ton très léger, tout en le faisant sérieusement. Donc, je vous dis à très bientôt et merci à tous et à toutes d'être intervenus, d'être restés aujourd'hui. Et à la 19e, très bientôt. Au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.